Marcus découvre les zones de relocalisation et les bibliothèques clandestines où Thomas préserve les souvenirs du monde d'avant. Elena fuit la CDM pour rejoindre la résistance. La diffusion de Marcus déclenche un exode massif vers la liberté. Épisode 3. Bonne écoute. L'aube se lève sur un spectacle inédit. Des centaines de personnes marchent lentement vers les zones de relocalisation, leurs pas résonnant sur l'asphalte encore frais. Le bruit de cette migration humaine forme une symphonie étrange. Le roulement des valises à roulettes, les pleurs d'enfants désorientés, les murmures anxieux des adultes perdus. Marcus observe cette marée humaine depuis l'entrée de la bibliothèque clandestine. À côté de lui, Thomas secoue la tête avec inquiétude, ses mains ridées agrippant le rebord de la porte métallique. « Ils arrivent plus vite que prévu », murmure l'ancien journaliste, sa voix portant le poids de ses 60 années d'expérience. « Nous ne sommes pas prêts pour tant de monde. Regardez-les, ils ne savent même pas marcher ensemble sans suivre une application qui leur dit où poser les pieds. » Des familles entières portent des sacs de voyage hâtivement remplis. Les conversations qui s'élèvent révèlent une détresse profonde qui va bien au-delà de la simple désorientation. « Où est-ce qu'on dort ?» demande une femme à son mari, sa voix tremblante de fatigue et d'incompréhension. « L'application de réservation ne fonctionne plus ici, » répond-il en tapotant frénétiquement sur son écran noir, comme si l'insistance pouvait faire renaître les pixels éteints. Comment on fait sans géolocalisation des lits disponibles, sans notation des utilisateurs, sans système de recommandation personnalisé ? Comment on mange sans distributeur automatique ? Gémit leur adolescente, regardant autour d'elle avec l'expression d'un animal en cage. Comment on sait ce qui est bon pour nous sans l'analyse nutritionnelle automatique ? Elena rejoint Marcus et Thomas, ses cheveux encore ébouriffés par une nuit de sommeil agité. Son visage trahit une préoccupation grandissante. Le problème ne se limite pas aux besoins de base. Regardez-les bien, ils ne savent plus exister sans assistance. C'est comme si on avait coupé le cordon ombilical qui les reliait à la technologie. Ils sont devenus incapables de penser par eux-mêmes. En effet, la scène qui se déroule sous leurs yeux est à la fois touchante et terrifiante. Un groupe d'adolescents errent sans but, complètement désorientés, se tenant par la main comme des enfants perdus dans un grand magasin. « On est perdus !» se plaint Manon, 16 ans, à ses amis, sa voix montant dans les aigus de la panique. « Comment on trouve le réfectoire sans GPS ? Sans indication turn by turn, sans estimation du temps de trajet ?» Un résident des zones, un homme d'une 50aine d'années, aux vêtements rapiécés mais aux yeux vifs, s'approche d'eux avec un sourire bienveillant. Il pointe vers un baraquement distant de 50 mètres, dont la fumée s'élève d'une cheminée de fortune. « C'est juste là-bas, mes petits. Vous voyez la fumée ? Vous marchez vers la fumée. » « Où ça, là-bas ?» Manon scrute l'horizon avec l'anxiété de quelqu'un qui cherche un trésor enfoui. « C'est à combien de mètres exactement ? Dans quelle direction précise ? Nord, sud, est, ouest ? Il me faut les coordonnées GPS et l'itinéraire optimisé. » L'homme la regarde, d'abord amusé, puis de plus en plus stupéfait. « Tu ne vois pas le bâtiment ? Il est juste devant toi. Tu marches tout droit pendant 2 minutes et tu y es. » « Si, mais je ne sais pas comment y aller sans itinéraire GPS, » répond Manon avec le sérieux de quelqu'un qui explique une évidence. « C'est dangereux de marcher sans ligne bleue à suivre. Et s'il y a des obstacles ? Et si je me trompe de direction ? Et si je me perds ? Comment je retrouve mon chemin ?» Kevin, son ami de 17 ans, acquiesce vigoureusement. « Ouais, et puis, comment on sait si c'est le chemin le plus optimisé, le plus court, le plus sûr, le plus économe en énergie ? Normalement, l'app calcule tout ça en tenant compte du trafic, des travaux, de la météo, de notre rythme cardiaque. » Cette conversation illustre parfaitement l'ampleur du défi. Ces jeunes ont grandi avec une navigation assistée permanente. Leur sens naturel de l'orientation a été complètement remplacé par la technologie, comme un muscle qui s'atrophie faute d'usage. L'homme des zones secoue la tête, incrédule. « Mes enfants, l'humanité a survécu des millénaires en se déplaçant avec ses yeux, ses oreilles et son bon sens. Mes grands-parents n'avaient pas de GPS, et ils ont traversé l'Europe à pied pendant la guerre. » « Mais pourquoi ?» demande Manon, sincèrement perplexe. « C'est tellement plus simple avec les apps, plus efficace, plus sûr. Pourquoi se compliquer la vie ? » « Parce que les apps peuvent tomber en panne, »
répond l'homme doucement. Mais vos cerveaux, eux, ils marcheront toujours, si vous savez encore les utiliser. Sarah Martinez, 52 ans, observe cette scène depuis l'entrée d'un baraquement où elle aide à organiser les distributions de nourriture. Ancienne ingénieure en énergie renouvelable, relocalisée pour avoir refusé de valider un projet destructeur, elle a rapidement trouvé sa place dans cette communauté improvisée. Ses compétences techniques sont précieuses pour réparer les générateurs de fortune et optimiser les installations électriques. Mais contrairement aux autres, Sarah ne se sent pas totalement démunie dans ce nouveau monde. Elle a toujours préféré garder une certaine autonomie, même à l'époque de l'optimisation totale. Elle sait lire l'heure sur une montre à aiguille, faire du calcul mental, s'orienter avec le soleil. Des compétences qui, hier encore, faisaient sourire ses collègues. Dans la bibliothèque, Thomas organise le premier atelier d'adaptation de la journée. Une trentaine d'adultes et d'enfants s'assoient sur des coussins usés, leurs visages mêlant curiosité et appréhension. L'air sent la cire de bougie et le papier ancien, une odeur que la plupart n'avaient jamais respirée. « Bonjour à tous », commence Thomas de sa voix chaleureuse, modulée par des décennies de journalisme radiophonique. « Je sais que tout cela est nouveau, troublant. Vous venez d'un monde où chaque besoin était anticipé, chaque problème résolu avant même d'apparaître. Ici, vous allez devoir réapprendre à être humain, à penser par vous-même, à agir avec vos mains et votre cerveau. » Une femme d'une 50aine d'années, Catherine, lève timidement la main comme une écolière intimidée. « Monsieur Thomas, notre fille nous demande l'heure, mais il n'y a pas d'écran ici. Comment on fait ? Comment on peut savoir l'heure sans que quelqu'un nous la dise avec une voix synthétique ?» Thomas sourit avec la patience d'un grand-père et sort de sa poche une vieille montre à gousset. Les aiguilles dorées brillent à la lumière des bougies, créant des petits reflets dansant sur les murs. « Qui sait lire l'heure sur ceci ?» Le silence s'étend, pesant comme une chape de plomb. Même les adultes regardent l'objet avec la perplexité d'archéologues face à un artefact alien. Sarah lève discrètement la main. 10h23. Tous les regards se tournent vers elle avec étonnement. « Comment vous savez ça ?» demande Théo, le fils de Catherine, un garçon de 12 ans aux yeux vifs. « C'est normal », répond Sarah, surprise par leur surprise. La petite aiguille indique l'heure, la grande les minutes. « Mais c'est impossible à lire », proteste Kevin. « Il n'y a pas de chiffres. Comment on peut savoir précisément ?»« On estime, on observe la position des aiguilles par rapport aux graduations. » Thomas acquiesce. Sarah a raison. C'était une compétence de base autrefois, comme savoir nouer ses lacets ou faire du vélo. « Pourquoi vous savez ça ?» demande Catherine, impressionnée. Sarah hausse les épaules. « Ma grand-mère, elle m'a appris quand j'étais petite. Elle disait qu'il fallait toujours garder quelques vieilles compétences au cas où. » « Au cas où quoi ? Au cas où la technologie nous ferait défaut. » Un murmure parcourt l'assemblée. Ces gens commencent à réaliser qu'ils ont délégué toutes leurs capacités de base à des machines. Dans un autre coin de la bibliothèque, Marcus aide Catherine à résoudre un problème plus pratique, mais tout aussi révélateur. Elle sort de son sac un carnet et un crayon, objet qu'elle manipule avec la maladresse de quelqu'un qui n'a pas écrit à la main depuis des années. « Je voulais noter nos dépenses, » explique-t-elle, sa voix trahissant une frustration grandissante. « Calculer ce qu'on peut se permettre de manger, combien de temps nos économies vont tenir, mais comment on calcule sans calculatrice ? Comment on fait des additions, des multiplications dans sa tête ? C'est pas possible ça !» Théo regarde sa mère avec un étonnement qui frôle l'incrédulité. « Maman, tu ne sais pas faire 23 x 17 ? Ce sont des chiffres normaux, pas des trucs compliqués avec des virgules et des pourcentages. » « Bien sûr que si, » proteste Catherine. Mais sa voix manque de conviction. Puis elle hésite, rougissant légèrement. « Enfin, avec l'aide de mon téléphone ou de mon ordinateur, ou de la calculatrice de la cuisine, il y en a partout. Pourquoi s'embêter ? Pourquoi faire travailler son cerveau quand les machines le font mieux et plus vite ?» Marcus se souvient soudain d'une leçon de son enfance dans les foyers d'optimisation, une époque où les assistants de calcul n'étaient pas encore omniprésents. 23 x 17, on décompose. 20 x 17, ça fait 340. 3 x 17, ça fait 51. Total 391.
Catherine le regarde avec une admiration mêlée d'envie. « Comment tu fais ça si vite? C'est magique! Tu as une calculatrice dans le cerveau? Tu es un génie des maths ?» Je ne sais pas exactement, répond Marcus, surpris lui-même par la facilité avec laquelle le calcul lui est venu. Dans les foyers, on nous enseignait ça avant l'arrivée des assistants de calcul. C'était considéré comme une compétence de base, comme savoir lire ou écrire. Mes éducateurs disaient que c'était important de garder le cerveau actif. Sarah, qui a entendu la conversation, s'approche. Mon grand-père me faisait faire du calcul mental tous les matins au petit déjeuner. Gymnastique du cerveau, il appelait ça. Théo essaie de reproduire, fermant les yeux avec une concentration intense, ses lèvres bougeant silencieusement. 20 x 17, il marque une pause, réfléchit, compte sur ses doigts. 340. Et 3 x 17, nouvelle pause. 51. Ça fait 391. Sa mère sourit, émue. C'est formidable, c'est comme un jeu, comme un puzzle. Pourquoi on ne nous a jamais appris ça à l'école? Pourquoi on a arrêté d'enseigner ça? Mais un autre parent intervient, visiblement agacé par cette perte de temps. À quoi ça sert? On a des calculatrices pour ça, des apps qui font tout, des assistants vocaux qui calculent plus vite et sans erreur. C'est de la perte de temps, de l'énergie mal utilisée. Autant apprendre à tailler des silex ou à faire du feu avec des bâtons. Sarah ne répond pas, mais une intuition profonde lui dit que cette perte de temps pourrait bien devenir vitale. Elle observe les visages autour d'elle. Certains montrent de la curiosité, d'autres du scepticisme. Mais tous commencent à entrevoir l'ampleur de leur dépendance. « Vous savez, dit Marcus finalement, il y a des études qui montrent que l'utilisation constante des calculatrices a fait baisser le QI moyen de plusieurs points au cours des dernières décennies. Pas parce que les gens sont devenus moins intelligents, mais parce qu'ils n'exercent plus leur cerveau. C'est comme un muscle, si on ne s'en sert pas, il s'atrophie, termine Pierre, l'ancien professeur. C'est exactement ça. Mes élèves, vers la fin de ma carrière, ne savaient plus faire de calcul mental basique. Ils ne savaient plus épeler sans autocorrection. Ils ne pouvaient plus mémoriser un numéro de téléphone. Chaque génération perdait un peu plus de ses capacités. Sarah acquiesce. Moi, je connais encore par cœur le numéro de téléphone de mes parents, celui de ma meilleure amie du lycée, mon code de carte bancaire, mes identifiants, sans jamais les avoir notés nulle part. « Comment c'est possible ?» demande Catherine. « Entraînement involontaire. À force de les composer manuellement, ils se sont gravés dans ma mémoire. Maintenant, avec la composition automatique, la reconnaissance vocale, les QR codes, plus personne ne mémorise rien. C'est pratique, non ? Oui, jusqu'au jour où la technologie vous fait défaut. » Pendant ce temps, dans un autre secteur des zones, Sarah aide Robert, un homme de 70 ans, aux mains expertes, à enseigner à monter une tente à Antoine et Lucie, le jeune couple qui redécouvre l'amour choisi plutôt qu'algorithmique. « Vous y arrivez ?» demande Sarah en s'approchant du trio qui bataille avec les sardines et les haubans. Robert sourit doucement, un rire qui roule dans sa poitrine comme un vieux moteur bien rodé. « Mes jeunes amis n'ont jamais planté une tente. Ils me demandent où est le mode d'emploi, le QR code à scanner, le tutoriel vidéo, les commentaires des utilisateurs précédents. »« Il n'y en a pas ?» s'étonne Antoine tenant un piquet comme s'il s'agissait d'un objet extraterrestre. « Comment on sait dans quel ordre faire les choses? Quelle sardine va où? Comment on sait si c'est bien tendu, s'il n'y a pas d'instruction étape par étape ?» Robert désigne ses mains calleuses, marquées par les ans et le travail. « 40 ans de camping, mes mains se souviennent. Mes yeux voient comment les pièces s'emboîtent. Mon corps sent si la tente est stable ou si elle va s'effondrer au premier coup de vent. C'est de l'expérience, pas de la théorie. » Lucie l'observe, fascinée par cette gestuelle fluide et sûre. « Vous n'avez pas besoin d'application pour savoir? Pas de mesures précises? Pas d'algorithme d'optimisation? Pas de retour d'expérience d'autres utilisateurs? Mon cerveau est l'application, ma petite. Et il a 40 ans d'expérience, pas juste une base de données. Il sait s'adapter à chaque terrain, à chaque météo, à chaque situation. Il apprend en permanence. » Sarah observe la leçon avec intérêt. Elle-même sait monter une tente, lire une carte, s'orienter avec une boussole, autant de compétences que ses collègues ingénieurs trouvaient amusantes mais inutiles. « Sarah et ses hobbies rétro », disait-il en riant.
Sarah, vous savez faire ça aussi ? Demande Lucie. Ma grand-mère m'emmenait camper tous les étés. Il faut savoir vivre dehors, disait-elle. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Elle avait raison, murmura Antoine en regardant autour de lui. À l'époque, je trouvais ça ringard. Mes amis allaient dans des centres de vacances avec piscine et wifi. Moi, j'apprenais à faire du feu, à purifier l'eau, à reconnaître les plantes comestibles. Ces compétences nous servent maintenant, constate Robert avec satisfaction. Le soir venu, Sarah se trouve avec un groupe de réfugiés autour d'un feu de camp improvisé. L'atmosphère est détendue, presque festive. Pour la première fois depuis leur arrivée, ces gens semblent se relaxer. Théo, le fils de Catherine, remarque quelque chose dans le sac de Sarah. « Oh ça !» Sarah sourit légèrement. « C'est rien d'important. » Elle plonge la main dans son sac et en sort une médaille dorée, un peu ternie, suspendue à un ruban rouge, blanc et bleu. Mais Théo a déjà lu l'inscription gravée sur le métal. « Championne nationale de blind test 2018. Sarah Martinez. » « Waouh, vous étiez championne de France ?» Un silence s'abat sur le groupe. Puis Catherine éclate de rire. « Sarah, vous étiez championne de blind test, comme dans les émissions de télé ?» « C'était il y a longtemps, » marmonne Sarah embarrassée. « Mais c'est génial !» s'exclame Kevin. « Comment ça marche ?» On vous fait écouter des morceaux de musique et vous devez deviner le titre et l'artiste le plus vite possible. Robert sourit. « Combien de temps il vous fallait ?» Ça dépendait, pour les tubes connus, quelques secondes, parfois moins. « Testez-nous !» demande Lucie avec enthousiasme. Robert sort son vieux lecteur CD rafistolé. « J'ai quelques disques. » Il lance une chanson mais coupe le son au bout de 3 secondes. « Bohemian Rhapsody, Queen, 1975 » répondit immédiatement Sarah. « Incroyable !» s'exclame Antoine. « Une autre !» Robert relance le lecteur. Cette fois, Sarah reconnaît dès les premiers accords de guitare. « Hotel California, Eagles !» Le groupe applaudit, impressionné malgré lui. « Comment vous faites ça ?» demande Catherine. « Mémoire musicale. J'ai écouté des milliers d'heures de musique. Mon cerveau a enregistré les patterns, les signatures instrumentales, les styles de chaque époque. Mais... » Kevin hésite. « À quoi ça sert maintenant ? On a Shazam pour ça. » Un silence gêné s'installe. Sarah hausse les épaules avec philosophie. « Ah rien. Absolument rien. C'est comme être champion de sténographie ou de machine à écrire. Une compétence complètement obsolète. » « Vous ne regrettez pas ? demande Théo. « Non, c'était amusant à l'époque. Maintenant, c'est juste nostalgique, comme cette médaille, un souvenir du monde révolu. » Thomas acquiesce. « On a tous des compétences comme ça. Moi, je sais taper à la machine sans regarder le clavier. 60 mots par minute. Inutile maintenant qu'on a la dictée vocale. Pierre sait faire des règles de 300 calculatrices, ajoute Robert. Et moi, je reconnais les oiseaux à leur chant, dit un autre résident des zones. Mon père m'avait appris ça. Complètement inutile en ville. C'est touchant, dit Catherine. Toutes ces compétences perdues. Sarah range sa médaille dans sa poche. C'est l'évolution. Les nouvelles technologies remplacent les anciennes compétences. C'est normal. Plus tard dans la soirée, alors que la plupart des gens commencent à se retirer dans leurs abris, Sarah aide à éteindre le feu et à ranger le matériel. L'atmosphère est paisible, détendue. Soudain, elle s'arrête, tend l'oreille. Au loin, très faiblement, elle perçoit quelque chose. « Vous entendez ça ?» dit-elle à Elena, qui l'aide à empiler des chaises pliantes. Elena s'arrête, écoute. « Quoi ?» ?»« De la musique, très faible, venant de l'Est. » Elena tend l'oreille, ne perçoit qu'un murmure indistinct. « Je n'entends rien de précis. Du bruit de fond ?» Sarah se concentre, fermant les yeux. Ses années d'entraînement au blind test ont affirmé son oreille musicale. Elle peut isoler des mélodies dans un brouhaha, reconnaître des instruments individuels dans un orchestre. Non, c'est de la musique, classique, du violon, et elle plisse les yeux. Mais c'est la marche impériale de John Williams, c'est Star Wars. Elena hausse les épaules. Et alors, quelqu'un écoute de la musique. Mais qui écoute Star Wars en pleine nuit, en boucle ? Comment vous savez que c'est en boucle ? Parce que j'ai entendu le même passage 3 fois en 10 minutes. Elena commence à s'intéresser. C'est étrange, effectivement. Sarah continue d'écouter, analysant ce qu'elle perçoit.
Ce n'est pas quelqu'un qui écoute pour le plaisir, le volume est trop faible, trop constant, et cette musique, elle fouille dans sa mémoire. Quelque chose la dérange. Elena, vous connaissez quelqu'un qui aime particulièrement Star Wars ? Pourquoi cette question ? Cette musique, elle me dit quelque chose, pas juste la mélodie, le contexte, comme si je l'avais déjà entendue dans une situation particulière. Elena réfléchit. Morrison, mon ancien patron à la CDM, il était obsédé par Star Wars. Il avait cette musique en sonnerie de téléphone et sur son ordinateur, et comme musique d'attente de son répondeur. Il trouvait ça intimidant. Sarah se fige. Morrison ? Oui, David Morrison, le superviseur qui nous traque. Elena réalise soudain l'implication. Vous pensez que si cette musique vient du campement à l'est, et si c'est effectivement la musique préférée de Morrison, il est là, avec une équipe. Sarah acquiesce gravement. Et s'il écoute de la musique de manière répétitive en pleine nuit, c'est qu'il ne dort pas, c'est qu'il prépare quelque chose. Elena sent l'adrénaline monter. Il faut prévenir les autres, discrètement. Oui, mais sans créer de panique, on n'est pas sûr. Vous êtes sûr de ce que vous entendez ? Sarah ferme à nouveau les yeux et se concentre. La mélodie, oui. La répétition, oui. La provenance est oui. Quant à Morrison, c'est vous qui faites le lien. Moi, je ne fais que reconnaître la musique. C'est lui, j'en suis certaine. Cette obsession pour Star Wars, c'était sa marque de fabrique. Personne d'autre ne diffuserait ça en boucle la nuit. Les deux femmes se dirigent rapidement vers l'abri principal où dorment Marcus et Thomas. Sarah continue d'écouter pendant qu'elle marche. La musique s'est arrêtée, murmure-t-elle. Mauvais signe ? Peut-être. Ou peut-être qu'ils ont fini de planifier. Elle réveille Marcus et Thomas en douceur. Sarah explique sa découverte musicale. Elena fait le lien avec Morrison. Vous êtes sûr ? Demande Marcus, instantanément alerte. Sarah ne se trompe jamais sur la musique, répond Elena. Et moi je connais Morrison par cœur. Cette obsession pour Star Wars, c'est typique de lui. Thomas réfléchit rapidement. S'il est là avec une équipe, combien de temps on a ? Difficile à dire, répond Sarah. La musique a duré environ 20 minutes, puis arrêt. Soit ils dorment, soit ils agissent. On évacue qui ? Demande Marcus. Les plus mobiles, les plus discrets, ceux qui peuvent marcher vite en silence. Elena acquiesce. Les familles avec enfants et les personnes âgées restent cachées dans les souterrains. Combien de personnes on peut faire partir ? Demande Thomas. 50 maximum, sans faire de bruit. Sarah continue d'écouter. Pour l'instant, je n'entends rien venant de l'Est. Silence total. C'est bon ou mauvais ? Ça dépend. Soit ils dorment, soit ils approchent en mode furtif. L'opération d'évacuation commence dans un calme tendu. Sarah guide le groupe en utilisant son ouïe développée pour éviter les dangers potentiels. « Attendez !» chuchote-t-elle au bout de 10 minutes de marche. « J'entends quelque chose. » Le groupe de 25 personnes se fige. « Quoi ?» demande Catherine, qui tient fermement la main de Théo. « Des voix, très faibles, venant du nord-est maintenant. » Elle tend l'oreille. « Je n'entends rien. » Conversation à voix basse, au moins 3 personnes, peut-être plus. « Vous reconnaissez les voix ?» Sarah se concentre intensément. « Non, trop loin, mais le rythme, l'intonation, ce sont des ordres. Quelqu'un donne des instructions. » « Militaire ? » Possible, ou sécuritaire, en tout cas c'est organisé. Le groupe contourne la zone suspecte en faisant un large détour. Sarah guide leur progression en s'arrêtant régulièrement pour écouter. « Maintenant j'entends des moteurs, chuchote-t-elle après 20 minutes de marche. Très loin au sud, véhicules lourds qui stationnent. Ils encerclent les zones ? C'est possible, si c'est le cas on a bien fait de partir. » Kevin, qui fait partie du groupe d'évacuation, demande anxieusement. « Comment vous faites pour entendre tout ça ? Moi j'entends juste du vent. » Entraînement. Mon cerveau a appris à isoler les sons, à les classifier, comme un musicien qui entend chaque instrument dans un orchestre. On peut l'apprendre ? Bien sûr, ça demande du temps et de la pratique, mais c'est à la portée de tout le monde. Théo chuchote. « Madame Sarah, votre compétence est inutile. Elle n'est pas si inutile que ça finalement. » Sarah sourit dans l'obscurité. Non, apparemment elle ne l'est pas. Ils atteignent un point de rassemblement à 3 km des zones après 2 heures de progression silencieuse. D'autres groupes d'évacués les rejoignent progressivement.
guidés par des résidents expérimentés. Combien de personnes on a sauvées ? Demande Marcus. 70, répond Jean, qui a organisé l'évacuation des souterrains, plus une trentaine qui sont restés cachés dans les tunnels. Et les autres ? Ceux qui dormaient trop profondément, ceux qui n'ont pas voulu partir, ceux qui ne croient pas au danger. Sarah continue d'écouter même à cette distance. Je n'entends plus rien venant des zones. Soit l'opération est terminée, soit elle n'a pas encore commencé. Comment on saura ? On attend. Si Morrison a vraiment lancé une opération, on le saura bientôt. Effectivement, au bout d'une heure, des lueurs s'élèvent à l'horizon. Projecteurs, véhicules, activité intense. Ils y sont, constate Elena amèrement. L'opération a commencé. Sarah observe les lueurs avec tristesse. Si je n'avais pas reconnu cette musique, on serait tous prisonniers maintenant, termine Marcus. Votre compétence inutile nous a sauvés. Catherine serre son fils contre elle. Sarah, comment peut-on vous remercier ? En survivant, en apprenant, en ne refaisant jamais l'erreur de croire qu'une compétence humaine est inutile. Théo lève la main, comme à l'école. Madame Sarah, vous pourriez nous apprendre à écouter comme vous ? Bien sûr, mais ce ne sera pas du blind test, ce sera de la survie auditive, apprendre à décoder l'environnement avec ses oreilles. Comment on commence ? En fermant les yeux et en écoutant, vraiment écouter, pas juste entendre. Le lendemain matin, dans le regroupement de fortune, Sarah organise sa première leçon d'écoute. 15 personnes s'assoient en cercle, les yeux fermés. Identifiez 3 sons différents autour de vous, dit-elle doucement. Un silence s'installe, puis progressivement les visages se détendent. J'entends le vent dans les feuilles, dit Théo, concentré. Le générateur de gin au loin, ajoute sa mère. Des oiseaux, différents types d'oiseaux, observe Kevin. Excellent. Maintenant, essayez de localiser d'où viennent ces sons. L'exercice continue pendant 20 minutes. Sarah observe avec satisfaction ces adultes et ces enfants qui redécouvrent leurs sens. C'est incroyable, murmure Antoine. J'entends des choses que je n'avais jamais remarquées. Votre cerveau les entendait, explique Sarah, mais il les classait comme non importants et les ignorait. Maintenant, vous réapprenez à faire attention. Elena les rejoint. Comment ça avance ? Bien, ils progressent vite. Vous pensez qu'ils pourront développer votre niveau d'écoute ? Pas exactement le mien. Mes années de blind test m'ont donné une spécialisation particulière pour la musique, mais ils peuvent développer d'autres formes d'écoute, plus adaptées à notre situation. Comme quoi ? Eh bien, Kevin montre déjà des aptitudes pour les bruits mécaniques, Théo pour les sons de la nature, Catherine pour les voix humaines. Chacun développe sa propre expertise. Robert, qui supervise un autre groupe d'apprentissage, s'approche. Sarah, vous avez créé une révolution. Hier, ces gens ne savaient pas vivre sans écran. Aujourd'hui, ils découvrent qu'ils ont des capacités insoupçonnées. Ce ne sont pas des capacités insoupçonnées, ce sont des capacités oubliées, que l'humanité possède depuis des millénaires. Quelle différence ? Une capacité insoupçonnée, c'est magique. Une capacité oubliée, c'est récupérable. 3 jours plus tard, la première validation concrète de ces apprentissages arrive. Kevin fait irruption dans le campement, excité. « Sarah, j'ai entendu quelque chose !»« Quoi ?»« Un moteur qui tousse, un véhicule en panne venant du sud-ouest. » Sarah tend l'oreille, ne perçoit qu'un murmure lointain. « Je n'entends qu'un bruit de fond. »« Non, écoutez bien !» Kevin ferme les yeux, se concentre comme elle le lui a appris. « Le moteur rate, il va tomber en panne !» Sarah se concentre à son tour, poussant son ouïe musicale vers de nouveaux territoires. Effectivement, au bout de quelques secondes, elle perçoit l'irrégularité du bruit de moteur. « Incroyable !» murmure-t-elle. « Tu entends mieux que moi. Qu'est-ce que ça signifie ?» Elena les rejoint. Un véhicule en panne, c'est peut-être des réfugiés en détresse ou un piège de Morrison. Comment savoir ? Sarah réfléchit. Kevin, tu peux entendre autre chose ? Des voix ? Kevin se concentre encore plus intensément. Oui, des voix anxieuses, pas militaires, des gens qui ont peur. Combien ? Difficile à dire, ça ressemble à une famille. Marcus prend la décision. On va voir, discrètement. Si c'est un piège, on le détectera. Si c'est vraiment des gens en détresse, on peut pas les laisser tomber, termine Sarah. L'expédition de reconnaissance révèle que Kevin avait raison sur toute la ligne.
À 2 kilomètres du campement, ils découvrent une famille de 5 personnes dont la voiture est tombée en panne. Ils sont perdus, affamés et cherchent désespérément les zones de relocalisation. « Comment vous nous avez trouvés ?» demande le père reconnaissant. « Votre moteur » répond Kevin fièrement. « On l'a entendu tousser de très loin. »« Impossible, le moteur est arrêté depuis 1 heure. » Sarah sourit. Kevin a l'oreille fine, comme beaucoup d'entre nous maintenant. « Comment c'est possible ?» En arrêtant de compter sur la technologie pour entendre à notre place, en réveillant nos sens endormis. La famille sauvée serre Kevin dans ses bras. « Mon garçon, tu nous as sauvé la vie !» De retour au campement, Thomas organise une assemblée générale pour faire le bilan. « Mes amis, dit-il aux 150 réfugiés rassemblés, en 3 jours, nous avons démontré quelque chose d'extraordinaire. Kevin, un adolescent qui la semaine dernière ne savait pas marcher sans GPS, vient de sauver une famille grâce à son ouïe développée. » Des applaudissements s'élèvent. Sarah nous a montré que ses compétences de championne de blind test, que nous trouvions amusantes mais inutiles, nous ont permis d'échapper à Morrison. Plus d'applaudissements. Cela nous enseigne quelque chose d'essentiel. Aucune compétence humaine n'est vraiment inutile. Ce qui semble obsolète aujourd'hui peut sauver des vies demain. Catherine lève la main. Thomas, vous croyez qu'on peut vraiment rivaliser avec leur technologie ? Nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas, l'adaptabilité. Kevin n'était pas né avec une super Wii, il l'a développée en 3 jours. Sarah n'était pas destinée à devenir notre système d'alerte précoce, sa passion pour la musique l'est devenue. Sarah prend la parole. Dans les semaines qui viennent, Morrison va revenir, mieux équipé, mieux organisé. Mais nous aussi, nous progressons. Chaque jour, nous redécouvrons des capacités que nous avions oubliées. Théo lève la main. Madame Sarah, qu'est-ce qu'on va apprendre d'autre ? Tout ce que vos cerveaux peuvent faire. Calcul mental, orientation, mémorisation, observation, déduction, toutes ces compétences que nous avons déléguées aux machines. Et si les machines reviennent ? Alors nous aurons le choix. Utiliser les machines quand elles nous aident, nous en passer quand elles nous limitent. Elena ajoute, l'important, c'est de ne plus jamais être dépendant, de garder nos capacités actives. Comment on fait ça ? Sarah sourit, en s'entraînant, tous les jours, comme un musicien fait ses gammes. Ce soir-là, alors que le campement s'endort, Sarah reste éveillée, écoutant les bruits de la nuit. Elle entend les souffles paisibles des dormeurs, le crépitement du feu qui s'éteint, le chant des grillons. Mais elle entend aussi autre chose, les murmures de ceux qui ne dorment pas encore, des conversations à voix basse entre nouveaux amis, des rires étouffés d'enfants qui découvrent qu'ils peuvent développer des super pouvoirs naturels, des confidences partagées entre inconnus devenus complices. Marcus la rejoint près du feu, mourant. « Tu n'arrives pas à dormir ? » ?»« J'écoute, » répond-elle simplement. « Quoi ? » ?»« L'avenir, il a un son différent maintenant, plus riche, plus confiant. Tu crois qu'on va s'en sortir ? J'en suis certaine, parce qu'on a retrouvé quelque chose que Morrison ne comprend pas. » « Quoi ? » Sarah pointe vers ses oreilles, puis vers son cœur, la confiance en nos propres capacités, la fierté de nos compétences. « Et ça suffit ? » ?»« Ça suffit pour commencer, le reste suivra. » Au loin, porté par le vent nocturne, une mélodie s'élève. Un des réfugiés fredonne doucement une berceuse pour endormir son enfant. Une mélodie simple, sans technologie. Sarah reconnaît immédiatement l'air. Frère Jacques, comptine traditionnelle française, originaire du XVIIIe siècle. Marcus sourit. « Tu ne peux pas t'empêcher de faire du blind test ? C'est plus fort que moi. Mais maintenant, je sais que ce n'est pas inutile. Comment ça ? Cette mélodie, ce parent qui la chante, c'est de la transmission, de génération en génération, sans Spotify, sans YouTube, sans technologie, juste la mémoire humaine qui passe le relais. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Transmettre ce qu'on sait, réveiller ce qu'on avait oublié. » Marcus acquiesce. « Pour que nos enfants ne soient jamais totalement dépendants. » « Exactement. » La mélodie continue, portée par la voix de ce parent anonyme. Et Sarah sait que cette simple berceuse vaut toutes les technologies du monde, parce qu'elle vient du cœur, va vers le cœur et ne tombera jamais en panne.